Hello, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel enregistrement, dans ce nouvel épisode de Nanarologie, donc l'émission consacrée au cinéma bis, au nanar et aux films un peu trop bizarres qu'on n'assume pas toujours de temps en temps, mais que là, pour le coup, vu que c'est avec les copains, on va dire que ça passe mieux, quoi. Comme vous pouvez l'entendre, ce n'est pas Rémi qui préside, on va dire, cet épisode comme à son habitude, puisque ce fumier est parti se faire un concert plutôt que d'accompagner les copains. Ah non mais voilà, on peut le dire, hein, c'est un bon gros enculé, on te salue, sale trou du cul. Mais bon, sinon, parce qu'on peut le dire accompagné... ça on peut le dire ce mot Rémi, t'es un enculé, voilà. On peut le dire plus près du micro encore. Je crois qu'il y a des gens vieux. Un gros enculé. Oh ça va, c'est hein, moi j'ai vite compris en fait que c'était un podcast de Yes Life et que globalement le cinéma bis c'était pas trop ça quoi. Bon. Ça dénonce. Donc du coup. Ah, ça dénonce, là, on dit les termes aujourd'hui. Du coup, je suis accompagné des très très chers et très estimés et très fidèles Jazz. Comment vas-tu, Jason ? Eh ben écoute, ça va super bien. On va parler d'un super film que tu nous as proposé gentiment. Et je te remercie. J'aurai ma revanche. Ah, voilà. Super. Ah c'est le principe, hein. Ici c'est toxique, relation toxic land, on s'inflige des trucs entre amis, jusqu'à ce que d'autres nous infligent des trucs, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui crève ou qui quitte le podcast. Et du coup, on a aussi avec nous Elodie. Comment tu vas, Elodie ? Ça va bien, j'ai survécu au film, ouais. Let's go. Non, plus tu vois, sérieusement... comme quoi, quand on a plongé dans le bain avec Ebola Syndrome, quand on ressort après avec Future Cops, ça passe beaucoup mieux. Mais carrément, je suis tellement d'accord. Bah voilà. Alors que bon, en général, comment dire, les films de cette époque et de cet endroit du monde en particulier, ça passe pas quoi. Ah oui, mais vu que t'as vu le pire. Un humour particulier, on va dire. Eh oui, mais oui. Ah là 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 là. Et donc voilà. Du coup, le film en question, vous l'avez entendu, et vous l'avez vu avec la super miniature qu'Elodie nous a concoctée, bravo à elle. Merci. On va parler bien sûr de Future Cops, mais avant, je vous rappelle qu'on est présent du coup sur plusieurs plateformes, notamment donc YouTube, Deezer, iTunes, Spotify, PodCloud et Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux. Suivez-nous sur notre compte Twitter, sur notre Discord et Facebook et Instagram, mais bon, on vous écoutera pas, mais c'est pas grave. Donc ensuite, mais faut pas le dire. Ça se voit que le Discord a pris de plus en plus de place quand même ces derniers mois, notamment en termes de communication et de communauté. Là, on vous adore. Bravo. Ah bah ça va, on m'a comparé à Valérie Le Mercier, donc je suis très flattée. C'est vrai, ça se passe de ces dingueries sur ce serveur. Mais bon. Heureusement que ça se passe dans la bonne entente. Donc du coup, aujourd'hui, Future Cops, mais surtout Wong Jing. Quel gros morceau. Sans mauvais Par jeu de où mots. commencer au final. Ah oui, clairement. Oui, pour ça. Il a pris un peu de poids, Wong Jing. C'est pas non plus un sujet. Je pense pas que ça devrait être un sujet. Non. Donc du coup, voilà, c'est moi qui ai choisi le film pour aujourd'hui, et Future Cops. Mais pourquoi est-ce qu'on est parti sur Future Cops ? Je pense que c'est un secret pour personne. Je suis très 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 fan de Karim Debache, de cette personne et de tous ses projets. Et notamment du projet qu'il l'a fait connaître il y a fort longtemps, à savoir l'émission Crost, qu'il faisait du coup sur jeuxvideo.com, avec ses fidèles camarades Jérémy Orvan et Gilles Stella. Donc une émission qui, à l'époque, parlait en gros de tout ce qui était adaptation de jeux vidéo au cinéma. Et du coup, il a consacré son 9e épisode de cette émission au film dont on va parler aujourd'hui, à savoir Future Cops, en tant que adaptation de Street Fighter.
Et donc c'est de ça dont on va parler, pour le coup. C'est en quoi est-ce que c'est un nanar, certes, et en quoi est-ce que c'est un très très bon film Street Fighter, au final. Très bon. Donc, C'est discutable. Enfin, oui, on va pouvoir développer. Il y a de quoi en dire, ça c'est sûr. Mais pour parler un peu plus du réalisateur, donc Wong Jing, parce que c'est vraiment de lui dont je voulais parler, j'ai vraiment énormément adoré, on va dire, 2 de ses films, dont l'un qui est très 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 connu. Mais d'abord, je vais vous parler de l'autre. L'autre film donc, de Wong Jing qui m'a vraiment énormément capté, c'était Meltdown, Terreur à Hong Kong, sorti en 95 avec Jet Li. Le film est donc réalisé, scénarisé et produit par Wong Jing. Et il a un scénario hyper proche d'un Piège de cristal. Pour l'idée, c'est vraiment le gars qui n'a rien à voir, qui est pris au milieu d'une prise d'otage terroriste, des terroristes qui veulent voler des diamants, enfin bref, le truc habituel, quoi. Remplacer Bruce Willis par Jet Li, et globalement, vous avez le film, et avec pas mal de parodies aussi, quoi. Bon, ça, voilà, c'est mon petit chouchou que j'ai failli mettre au programme. Mais au final, en discutant avec Rémi notamment, et en me disant, bon, si à choisir, s'il devrait y avoir vraiment un Wong Jing qui fait l'unanimité en termes de what the fuck, bah c'est Future Cops, donc on est parti sur Future Cops. et ça va, on l'a pas regretté, hein, que je sache. Non, pas du tout. Voilà, c'était plutôt une bonne expérience. C'était plutôt une bonne expérience. Mais sinon... Ouais, voilà. C'était une expérience, dans tous les cas. C'était une sacrée expérience, ouais. Une sacrée expérience, ouais. N'est-ce pas. Mais sinon, l'autre film de Wong Jing que tout le monde connaît, au secours, c'est bien sûr le Nicky Larson avec Jackie Chan, l'adaptation donc du manga City Hunter de Tsukasa Ojo. Sorti littéralement la même année. C'est-à-dire que Wong Jing, c'est un petit peu le genre de réalisateur un peu maboule, qui te dit tiens, on est en 93 et si je sortais 9 films cette année. Donc t'as littéralement Nicky Larson qui sort en janvier 93 et Future Cops qui sort en juillet 93, et je peux te garantir qu'au moment où il fait Nicky Larson, il a aucune idée de ce qu'il va faire avec Future Cops. Oui et non, parce que, alors, j'ai envie de te dire oui et non, parce que quand tu vois Nicky Larson, tu vois ce que... la scène de Street Fighter avec qui est pour moi la meilleure adaptation. Oui. Qui est surtout la première adaptation. Et tu sais la première adaptation. Et tu vois un peu ce qu'il veut faire. Oui, mais tu reconnais le mais truc. C'est là où je veux en venir, c'est qu'au moment de réaliser du coup cette scène-là dans le film Nicky Larson, c'est là qu'il se dit que, en vrai, ça serait super cool d'avoir un vrai film Street Fighter, parce que justement, il a adoré réaliser cette scène. Mais c'est surtout que sur Nicky Larson, il avait pas non plus les pleins pouvoirs, même s'il était réalisateur. Il y avait toute l'équipe, on va dire, de Jackie Chan qui était là pour pouvoir rajouter ses propres cascades à lui. Déjà, il y avait quelqu'un qui était en charge des chorégraphies, contrairement à Future Cops. Et en termes de scénario, etc., il avait pas la main mise non plus. Que sur Future Cops, en fait, il s'est complètement vengé, quoi. Mais à l'inverse... S'il y a eu quelques mois entre les deux, ça explique beaucoup pour le scénario de Future Cops, en fait. Ah, ça explique beaucoup pour la gueule de Future Cops, je dirais. Aussi, en général, oui. Parce que les cosplays du dimanche, on connaît, hein, c'est... Voilà, quoi. Mais ouais, du coup, ça explique beaucoup aussi concernant la licence, puisqu'il n'a pas eu le droit de réutiliser la licence Street Fighter qu'il avait sur Nicky Larson pour le coup, mais qu'il n'a pas pu récupérer pour Future Cops. Et du coup, les personnages ont des noms chatoyants. On verra ça plus tard. mais juste après, avant de passer au film, moi, il y a un truc... Wong Jing déjà c'est un réalisateur qui est aussi spécialisé dans la catégorie 3, catégorie où on peut trouver Ebola Syndrome, mais moi il y a un petit truc, c'est que il y a un gros problème avec les adaptations avec lui, parce que Nicky Larson non plus, il n'avait pas les droits. Et oui. Ah bon, attends. Et oui, il n'avait pas les droits pour Nicky Larson. Il avait le terme de Ryo Seba, oui. Mais rappelle-toi déjà le nom français Nicky Larson, alors après c'est Niki.
C'est vrai. Et ensuite, le générique au niveau de l'histoire, déjà, c'est pas la même histoire. Et, mais du tout, oui. Et aussi, au niveau du générique, c'est pas Ojo qui a dessiné Nicky Larson. Non, c'est un dessinateur chinois qui a fait tous les croquis et tout le générique de Nicky Larson et Jackie Chan. Donc mais malgré tout, le film s'appelle... Oui, voilà, le film s'appelle quand même Nicky Larson et City Hunter en VO, quoi. Ouais. Mais effectivement, le film, de toute façon, pour tous les fans de City Hunter, c'est une adaptation qui est absolument catastrophique à tous les points de vue. Il n'y a absolument rien à regarder. Même si, voilà, bon, ça reste malgré tout un de mes plaisirs coupables parce que justement, c'est tellement n'importe quoi. Le film est tellement aléatoire que voilà. Et puis Jackie Chan, on va pas se mentir. Il y a une patte d'auteur, en tout cas, dans ce côté aléatoire, j'ai l'impression. Mais j'insiste, vraiment. Il sait y faire, quoi. Et même pour te dire, même la musique du film, j'ai rematé quelques passages là très récemment, et même la musique du film me met le smile. Voilà, c'est vraiment le bonbon nostalgique de Nicky Larson, quoi. C'est à ce point-là. Mais oui, effectivement, pour les questions de droit, pour les questions de droit, il y a une anecdote pour laquelle je suis sûr et certain, c'est qu'au moment justement de la bagarre à la fin de Nicky Larson, où tu as Jackie Chan qui sélectionne un personnage et qui sélectionne Honda, tu vois que sur la bande d'arcade il y a marqué Honde, H-O-N-D-E, parce qu'en fait ils avaient pas le droit, mais c'est à cause d'un contrat de sponsoring avec Jackie Chan qui était en fait sponsorisé par Mitsubishi. Du coup il pouvait pas avoir un personnage qui s'appelle Honda à cause de ça. Oh merde, d'accord, ok. Donc juste voilà, ça c'est ça pour c'est les questions de droit et de sponsoring du moment, quoi. Mais donc voilà, pour reparler un peu de Wong Jing et de sa réalisation complètement chaotique, le mec a réalisé, produit ou écrit plus de 175 films et il continue d'en sortir à l'heure actuelle. Oh la vache. Alors qu'il a commencé sa carrière quand même dans la toute fin des années 70, mais extrêmement majoritairement dans les années 80 et 90, quoi. Comme j'ai dit, en 93, il sort 9 films, dont Future Cops et Nicky Larson, 7 films en 92, 5 films en 91, bref, il bombarde en fait de plus en plus. Il a plusieurs co-réalisateurs, il lance 25 projets en même temps, donc on peut comprendre pourquoi est-ce que le soin est pas toujours au rendez-vous. Enfin, en tout cas, quelle santé. C'est Naked Killer. Naked Killer. Alors non, c'est pas exactement lui. Il est scénariste sur Naked Killer. Ok. Il est scénariste sur... Mais voilà, pour te dire à quel point il est sur 25 projets en même temps, il est pas toujours derrière la caméra, mais il a un nez fourré partout. Et le fait qu'en fait, il est... Et le fait qu'il ait fait ses débuts à la télé et qu'il est très très vite signé chez les Shaw Brothers pour distribuer tous ses films. Shaw Brothers, c'est, si tu veux, tout le cinéma hongkongais des années 50 à nos jours, c'est plus ou moins eux, quoi. Donc, une liste incalculable de films qu'ils ont sortis. Ça lui a permis de se faire très très vite sa place dans le show business de l'époque. Il s'est fait connaître notamment très vite en 89 avec Les Dieux du Jeu, avec Chow Yun-fat. Bon sang de bonsoir. Ah oui, le mec qui commence sa carrière avec Chow Yun-fat et Andy Lau. Et il en a fait plusieurs en plus, c'est les God Gambler, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. Et il a fait plusieurs suites spirituelles. Dont j'ai oublié le nom, mais voilà quoi, il a vraiment cartonné là-dessus, et en gros il démocratise un genre de cinéma façon action, comédie populaire débile, quoi, avec encore une fois sa patte très, très chaotique. Pour vous donner une idée de la mentalité du mec, quand on lui demandait c'était quoi la raison du succès de ses films, il disait « Oh bah c'est simple, moi je donne au public ce qu'il veut, parce qu'ils veulent vouloir, parce qu'ils devraient vouloir, quoi. » C'est une philosophie. C'est l'anti-Josh Whedon, quoi. C'est le gars, il sait qu'il a du succès à cette époque-là, malgré le fait que les critiques le défoncent, et il en joue énormément. Tout le monde lui dit qu'il a un style trop criard, trop vulgaire, chaotique, on le traite même d'inculte, etc. Il dit oui, très bien, j'accepte tout ça, je revendique fièrement ces accusations.
Bon, jusqu'à un jour où il va se faire carrément casser la gueule par des triades en 94. Ah, merde, ah oui, carrément, ouais. Il va se faire péter la gueule par des triades devant ses bureaux en plus de ça, parce que justement, à force d'avoir une grande gueule un peu partout, ça a fini par attirer des comment dire, de mauvaises inimitiés, quoi. Bah, notamment qu'en plus, c'était quand même assez connu qu'à l'époque, les milieux mafieux et tout ça, ils avaient on va dire, une très très forte influence dans le cinéma hongkongais dans les années 80-90. Et donc voilà, en 94, il se fait péter la gueule. Mais super. Ouais, c'est... je sais pas comment dire ça, c'est littéralement le retour de bâton. Oui. Ouais, et à partir de là, en fait, ça va aller de pire en pire, entre guillemets, par rapport à sa carrière, à cause de la situation économique globale, on va dire, à Hong Kong à ce moment-là. T'as la rétrocession, t'as les débuts du piratage, enfin bref, t'as plein de trucs. Ce qui fait qu'il a un gros passage à vide dans les années 2000. Mais là, il est revenu, plus ou moins, à Hong Kong en tout cas, dans les années 2010, notamment, et là, il a sorti en 2020 un film que je veux voir, mais à tout prix, qui s'appelle Hunter the Fat Dragon. Ah putain, oui, c'est avec Donnie Yen. Donnie Yen, exactement. Putain, ouais. Hunter the Fat Dragon, qui est en fait un remake du film du même nom, qui a été réalisé en 78 par Sammo Hung. Ah merde, ok. Trop bien. Et qui est le flic de Shanghai, quoi. Ouais, bah ouais. Donc voilà, qui lui-même en fait était déjà une parodie d'un film de Bruce Lee, La Voix du Dragon. Donc la parodie qui du était à dragon. l'époque réalisé, scénarisé. La Dragon, ouais. Ok. Ah ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est la parodie de la parodie de la parodie. Voilà. Super programme. Ah non mais de toute façon voilà, s'il y a un projet lié à tout ce qui touche à la parodie cinéma hongkongais, tu le confies à Wong Jin et globalement ça va bien se passer. Donc voilà, pour résumer un peu le bonhomme, il faisait plus ou moins ce qu'il voulait, humour pipi caca, réalisation chaotique, et c'est parti mon kiki quoi. Hein. Mais effectivement, il a pas réalisé Naked Killer, et ça m'a vachement surpris parce que on retrouvait quand même vachement sa patte là-dedans. Oui, c'était ça, c'est clair. aussi bordélique que le reste quoi. Je croyais que c'était lui. Ok. Eh oui, tout à fait. Donc oui, comme on l'a dit plus tôt, Future Cops, c'était un projet qui est né suite à Nicky Larson, enfin sur le tournage littéralement de Nicky Larson, donc l'envie de vouloir faire un film Street Fighter. Alors, j'ai pas d'infos concernant le budget du film Future Cops, parce que, encore une fois, hein, vu le débit infernal de films qui sortaient à l'époque, c'est un peu compliqué. Tout ce que j'ai, c'est le budget du film Nicky Larson, qui a coûté à l'époque 30 700 000 environ, je vous arrondis ça, environ 30 700 000 dollars hongkongais. J'ai fait la conversion, ça fait environ 3 600 000 euros. Alors, voilà, moi j'ai pour vous donner un ordre d'idée, ça doit être... voilà. Moi j'ai le résultat au box-office du film. Ouais, Future vas-y, Cop. balance. 18 millions de dollars hongkongais. Eh ben dis donc. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. Ah c'est énorme. Parce encore une fois, j'ai pas pris en compte l'inflation, hein, donc. Oui, voilà, ouais. Ça... ça vous donne une idée à quel point quand on dit qu'il avait du succès, il avait du succès. Hein. C'est genre personne pouvait rien lui dire à cause de ça et encore une fois de ses relations à la Shaw Brothers quoi. Alors, il y a pour moi deux acteurs dont j'ai très envie de parler, mais on va pas tarder à quand même à parler du film et de ses événements, à savoir Jackie Chung et Ching Mi-yao. On va en parler, mais je vais vous laisser débriefer sur le déroulé du film, et on en reparlera au moment où ces acteurs-là apparaîtront. Voilà. Retenez juste un truc, c'est qu'étant donné que c'est une adaptation non officielle de Street Fighter, tous les personnages ont changé de nom, mais pour la facilité de la compréhension, on va rester sur les noms, on va dire des personnages dont ils sont inspirés, même s'il y a deux Chun-Li, c'est ce qui est bizarre, mais on verra ça. Oui, ça s'explique dans le contexte. Dans le contexte, ouais, voilà, c'est clair dans ma tête, c'est le plus important. Donc du coup, Future Cops, comment que ça commence ?
Hein, Elodie, dis-nous ça. Est-ce que le début est chill? Est-ce qu'il est clair? Est-ce qu'il est tranquille, ce film, au final? C'est bizarre que tu aies choisi ces mots parce que c'est tout le contraire, en fait. Il y a un petit panneau qui nous indique qu'on est en 2043. Et on ne sait pas trop ce qui se passe. Apparemment, il y a une course-poursuite et les flics sont juchés sur des overboards, trottinettes volantes, tables à repasser, on ne sait pas bien. Mais voilà, ils sont en train de poursuivre celui qui sera Ken, on va dire. Parce que pour l'instant... Attention à ce que tu vas dire. Là, c'est chaud, Elodie. Attention. Oui, mais c'est son prénom. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc voilà, et apparemment... Donc Ryu va se faire Ken, ok. Donc... Voilà, bon, dans le film, il s'appelle Kent, ça va mieux passer peut-être. Mais voilà, du coup, ils poursuivent le camion, et puis là, le camion explose, ça tire des lasers partout, enfin, c'est assez incompréhensible. Oui, c'est ça le maître mot, c'est que personne ne comprend pourquoi il y a la bagarre, là à ce moment précis. Après, après, du coup, on découvre un peu le début du scénario, enfin les bases qu'on nous donne, c'est que donc on est en 2043 et le général Bison, donc, qui s'appelle le général tout court dans le film d'ailleurs, il a été fait prisonnier et donc ses partisans essayent de le faire évader. Parce qu'il doit être jugé par un juge impitoyable qui du coup il s'en sortira pas. Et ensuite ses partisans décident de remonter le temps pour attaquer ce fameux juge quand il était encore au lycée et inoffensif. Mais malgré tout, c'est pas clair dans le contexte du film, ça c'est plus clair après. Et même là en le disant, c'est pas c'est pas clair. Ah bah c'est voilà. Non mais voilà, on est d'accord. Le scénario est un peu n'importe quoi, hein, clairement. Oui, légèrement. Ah ouais, non mais voilà, rien que l'idée de remonter dans le temps pour pouvoir s'attaquer au juge pour éviter que Bison se fasse enfermer. Mais il se fera juger par quelqu'un d'autre. C'est ça. Déjà, les bases du film, ça tient pas debout, de base. Voilà. Donc, voilà. On va dire admettons. Ah non. Admettons. Non mais voilà. Mais, admettons. Et du coup, qui c'est qu'on envoie quand il y a quelqu'un qui bidouille l'espace-temps? Les Future Cops. Des Future Cops. Eh oui, les Future Cops. Est-ce que tu peux nous parler un peu de leur aspect aux Future Cops, Oui, Jason? bien sûr. Alors, leur aspect, vous voyez Street Fighter, et c'est tout le contraire. Vous avez des personnages qui sont dans Street Fighter méchants, et là, ils sont gentils. Oh, c'est incroyable. Vous avez un gentil, Honda. Honda est toujours là, mais il ne s'appelle pas Honda dans celui-ci. Et non. Ah non, il s'appelle pas Honda. Il s'appelle pas Honda, non, surtout pas. Il s'appelle Toyota. Et oui, quand t'as pas les droits, tu fais comme tu veux. Et ensuite ça passe, bien sûr que ça passe. Et oui, totalement. Tu as une réplique totale, sosie parfait de Desireless. Et oui, et c'est Guile qui est interprété par Jackie Chung. Et oui, et ça c'est voyage. Et ensuite, alors j'ai oublié le nom de... Je sais que c'est Andy Lau qui l'interprète. J'ai oublié le nom du personnage qui, à la base, est un méchant. C'est Vega. Vega, tout à fait. Vega. C'est Vega avec une moitié de masque. Vega. Oui, tout à fait. Oui, voilà. Ça, c'est normal. C'est le budget. Tu crois qu'ils vont mettre un masque entier? Bah non. Une moitié de masque. J'imagine que l'acteur avait dit bon, faut qu'on me reconnaisse un minimum aussi. Bah oui. Oui, parce que j'imagine qu'il capitalisait sur ce rôle pour pouvoir remonter sa carrière, je pense. C'est ça. Ils ont bien fait une perruque à Jackie Chung. La perruque, je pense, il passe même pas les portes, le mec. Donc forcément, ils vont mettre un demi-masque à Andy Lau. Et, élément très important, grand personnage de Street Fighter, le plus grand. Le meilleur. Ryu. Le maître du karaté. Il fait partie de l'équipe. Hein. On le verra pas dans le film, mais il fait partie de l'équipe. On verra juste dans la scène juste après pourquoi est-ce que Ryu ne sera pas dans le film. C'est ça. Pareil, quand j'ai vu le fait qu'il soit pas dans le film et la raison pour laquelle il sera pas dans le film, j'ai pété un crâne. J'ai pété un câble. Bon, bref.
Donc voilà, effectivement, grosse scène de bagarre pour commencer le film, sur des scooters volants, avec une chorégraphie et des effets spéciaux. Oulala, disons que je me demandais pourquoi est-ce que je me suis levé avec un mal de crâne. En fait, ça y est, j'ai la réponse. Voilà, faut pas être épileptique, voilà. Ouais, non mais oulala, ça voltige dans tous les sens. On a Dalsim aussi, l'équivalent de Dalsim qui est dans la scène et qui balance du feu avec sa bouche. Et d'ailleurs, son running gag, c'est qu'il se balade avec un piment et qu'il n'arrête pas de le croquer dedans, en fait. Oui, c'est Dalsim. Voilà, globalement. J'ai confondu, c'est pas, je parlais de... En fait, pour moi, Dalsim, c'était Honda. Mais non, mais Honda est un méchant dans le... Oui, Honda est un méchant, effectivement. Toyota est un méchant. C'est Dalsim qui joue dedans, ouais. Voilà. Toyota est un méchant. Alors que dans le jeu, il est gentil. C'est ça qui est un peu bizarre. Il ne respecte pas les personnages du jeu. On sait que Vega, normalement, est méchant. Et Honda est gentil. Et là, après tout, admettons. Tout à fait, bah oui. D'ailleurs, trivia un peu inutile sur Street Fighter. Est-ce que vous savez que dans la version japonaise du jeu, Bison, Balrog et Vega, pour le coup, ont inversé leur nom ? Oui, ça je le savais. Oui, voilà, c'est quand même une anecdote assez cool. Au départ, en fait, ils ont changé ça. Oui. Le boxeur s'appelait Bison en référence à Mike Tyson, mais Mike Tyson a dit arrêtez vos conneries. Du coup, ils ont voilà. Du coup, ils ont appelé le boxeur Balrog. Le méchant qui à la base s'appelait Vega, ils l'ont appelé Bison pour changer. Et du coup, ils ont interverti aussi Vega avec Balrog pour le coup. Ils lui ont donné le nom de Balrog. C'est pour ça que dans les compétitions internationales, ils cherchent pas, ils l'appellent boxeur, griffe et puis général, je crois, je sais plus. Voilà, exactement, voilà. C'est ça. Donc voilà, comme quoi on parle de Toyota, etc. Mais au final, est-ce que c'est pas dans l'ADN de la série de donner des noms random à ces personnages ? C'est vrai. En vrai. Donc voilà, suite à cette bagarre rocambolesque, où du coup les méchants du futur vont dans le passé, on a donc une réunion avec le chef des flics du futur, et donc les flics du futur qui sont donc Dalsim, enfin l'équivalent de Dalsim, Guile, qui s'appelle Broomman dans cette version, parce que Broom ça veut dire balai, et vu qu'il a une coupe en brosse, humour subtil. Les mecs c'est des génies quoi. Les mecs, c'est des génies. Franchement, voilà, là, ceux qui ont nommé les Pokémon, c'est des tocards à la place. Je pense qu'on aurait dû l'appeler comme ça en compétition internationale de Street Fighter, d'ailleurs. Balai, ça passe très bien, c'est très bien de qui on parle. Oui, voilà. Ils auraient dû franciser les noms. On l'aurait appelé Balai. Donc voilà, Guile, Dalsim et Vega, et Ryu, pour le coup, qui assistent à la réunion. Et ils lui font un topo, ils leur font un topo comme quoi il faut retourner dans le passé pour pouvoir protéger Lee Tai-hang ou Choi Tai-hang en fonction des traductions. Parce que du coup c'est lui qui deviendra le prochain juge qui va condamner le général. Et du coup, les 4 sont censés être envoyés dans le passé, sauf Ryu, parce que littéralement... Putain, parce que littéralement il fait partie de la famille du chef en fait, et du coup il n'a pas à faire des missions de terrain. Allez les blaireaux, cassez-vous. Je pensais pas... Non mais voilà, je pensais pas qu'on parlerait de népotisme dans cette émission, mais... Comme quoi, hein. Il y a des choses qui changent pas. C'est ça. Il faut... Entourez-vous des bonnes personnes, sachez bien vous entourer. Ça vous servira, surtout si vous êtes envoyé dans le passé. Et donc du coup c'est Guile, Dalsim et Vega qui vont être envoyés tout seuls dans le passé avec une espèce de puce dans le crâne qui fait que si jamais ils mentent, ils se font électrocuter. Quelle idée de merde. C'est complètement con. Ils sont censés être sous couverture, ne pas dire leur mission. Exactement. Voilà, ça n'a pas vraiment beaucoup de sens. C'est sacrément con. Et surtout que, tout le principe de ce genre de mission où on t'envoie dans le passé et où le but c'est d'éviter les effets papillons à la con, c'est quand même de s'infiltrer, donc de mentir. Donc, Kezako, qu'est-ce que le pourquoi ? Ceci dit, j'ai pas l'impression que ça revient pendant le reste du film, cette histoire.
Alors, c'est revenu qu'une seule fois, et dans un contexte vraiment nul en plus. Mais ouais, effectivement. Bizarrement, ça m'étonne pas. Le côté, bah voilà, tu vois. Le côté, si tu mens, t'es électrocuté, ça revient qu'une seule fois dans le film après. Donc c'est vraiment un détail nul qui rajoute pas grand chose. Du coup, sans transition, le futur, le passé du futur. Du coup, on revient dans les années 80. Oui. Enfin, 90, pardon. Tout à fait, 93, donc la sortie du film. Et on suit du coup le quotidien de Choi Tae-hang, donc celui qui... Alors, un étudiant lambda, qui vit quelques galères. Comment est-ce que ça se passe du coup, le début de l'arc Choi Tae-hang? Parce que vraiment ça va être un arc rempli de bizarreries. Elodie, comment tu décrirais son quotidien à Choi Tae-hang? Est-ce qu'il a un quotidien un peu banal, un peu lambda, un peu tranquille? Bah, c'est une victime. on va dire les choses telles qu'elles sont. Il se fait bully par un peu tout le monde et surtout par le gros méchant caïd du lycée qui est coiffé comme le chanteur des Forbans. On ne sait pas bien pourquoi il l'a pris comme victime d'ailleurs, mais voilà, il lui balance des bombes à eau. C'est le truc qu'on voyait dans tous les films des années 80-90 qui se passaient dans une école, en gros. Hein. C'est ça, il se fait archi-bully, mais à puissance maximale. Et en plus de ça, les bullies les plus bizarres de l'histoire du cinéma. Parce que vraiment, on s'est fait la réflexion en plus de ça plusieurs fois pendant le visionnage. On dirait qu'il y a des scènes qui sortent vraiment d'un épisode de Salut les musclés, du Club d'eau. Oui, c'est ça. Ah oui, vraiment, c'est des gags à ce niveau-là de débilité. C'est à base de, oh là là, je laisse traîner de l'argent par terre, tu vas te pencher pour le ramasser, et hop, tu te prends une bombe à eau dans la gueule, quoi. C'est... totalement débile. Mais voilà, en gros, là, on va amorcer un long tunnel, un long passage qui dure quoi, 15-20 minutes facile quoi, où du coup on va suivre le quotidien de Choi Tae-hang et donc toute cette histoire là. T'exagères, c'est pas un tunnel de 20 minutes, c'est un tunnel d'1 heure. Ressenti voilà, 1h30. Ouais, voilà, de donner envie. Après, c'est peut-être le ressenti, effectivement. C'est ça. Et où au final, ouais, on va vraiment se concentrer sur sa vie à lui et tout le truc, tout l'intro, la scène d'action, Street Fighter. Vous oubliez, ça n'existe plus. C'est un autre film, on est dans un autre délire. Salut les musclés. C'est voilà. Là, voilà, vous êtes dans Salut les musclés, l'adaptation live action. C'est. Oh, la petite donc, Justine. Ouais, voilà, c'est pas la petite Justine, c'est comment elle s'appelle, Crab Angel. J'ai pas compris sur nom. Ah oui, effectivement. Oui. Crab Angel, son surnom. Le nom le plus pété au monde, quoi. Je le crois. Donc ouais, il se fait avoir, notamment dans des trucs, la fameuse Crab Angel, la fille la plus jolie de l'école, etc. quoi. Qui lui laisse miroiter moult galéjades, moult galopades au final, et qui lui dit ouais vas-y mets-toi tout nu dans la salle de dans la salle de SVT quoi. C'est un labo de chimie ouais. Voilà dans le labo de chimie. Mets-toi tout nu, chose qui j'arrive pas à le croire. Chose qui, bah oui, hein, il ne tarde pas à s'exécuter. Alors là, il est à fond dedans. Et avant qu'au final, littéralement, toute l'école vienne pour pouvoir lui balancer des bigoudis dans la gueule. Enfin, bref, voilà, vous avez compris le délire. C'est complètement une grosse vicose, quoi. Le collège fou. L'ambiance. Oui, avec, voilà. Ils ont la même tous. Tous les lycéens sont tous tarés. Mais oui. Par contre, il y a un petit détail qu'on n'a pas dit et que moi, à chaque fois, ça va, même en y repensant, je me dis, mais c'est pas normal. Le mec dit qu'il a 28 ans. Ah oui. Oui, c'est vrai qu'on a vu. Il a redoublé combien de fois? C'est quand même assez. Et puis, aussi, si tu y penses, dans 50 ans, donc en 2043, il aura 78 ans. Enfin, c'est quand même hyper vieux. Enfin, je sais pas, enfin bref. Je sais pas pourquoi cet âge-là, mais c'est quand même bizarre. Ouais, non, c'est vrai que ça a fait tiquer quand on l'a vu.
notamment quand il compare avec sa jeune sœur, qui, elle, va carrément rentrer à l'université. Et lui, pour le coup, à 28 piges, il est toujours, toujours au même stade, quoi. Et en plus de ça, il se fait bully par les Forbans. Par des gamins, ouais. Sacrée vie. Ouais. Après, j'imagine que l'âge se justifie. Ils ont écrit le scénario, ils se disaient, bon, qui c'est qui va interpréter le rôle de Chan Tai-hung Dickie Chung, il a quel âge? 28 ans, ok. J'imagine que ça s'est justifié comme ça, parce que bon, à 28 ans, au bout d'un moment, au bout d'un certain moment de redoublement, à mon avis, on te fout dehors, quoi. Oui, non, mais voilà. Hein. Surtout, j'adore la logique du truc aussi. C'est genre quoi? Recaster? Mais non, pas du tout. Regarde le même acteur. On va juste dire qu'il a 28 ans. Enfin, c'est Wong Jing. Il a dit, je veux un acteur de 28 ans. C'est important pour la suite. Donc, ouais. Donc voilà, à ce stade du film, on voit que effectivement, il se fait bully à l'école, il a la parfaite vie du petit loser, et tu te dis que peut-être qu'à la maison ça se passera mieux, mais au secours. Oui. Au secours, c'est pire chez lui. Il va tenter de se suicider d'ailleurs. Et en fait, Wong Jin avec Wong Jin, c'est rigolo de se suicider. Voilà. Donc il va se jeter par la fenêtre. Et alors attention, parce que il me semble que Crab Angel arrive en même temps. Et hop, il y a un petit arrêt sur image en disant, oh bah non, finalement je vais rester. Il est en équilibre. Et au final, il va se rétamer par terre, mais il n'aura aucune égratignure. On est dans un manga. Mais c'est pas pour autant. Voilà, mais clairement, c'est ce que j'allais dire. C'est pas pour autant que les gags à la Scooby-Doo, mais même pas en fait, on est vraiment dans le collège fou. C'est pas pour autant que ce gag-là arrive, parce que je sais pas si vous vous rappelez du plombier. Ah oui, oh là là. Ah oui, le plombier, le plombier qui arrive pour réparer une fuite, et où en gros, comment dire, la mère de famille qui va l'accueillir, et qui fait genre, qui lui montre, bon voilà, j'ai mon robinet qui fuit. Quand il lui montre, ça fuit pas. Dès qu'il se retourne, il y a des fuites de partout. Ouais. Et le plombier, il interprète ça comment? Il interprète ça en mode, oh bah dis donc, ça commence à bien faire là. Moi, je sais très bien que vous m'avez appelé pour, voilà quoi, pour faire genre, oh là, j'ai une fuite, n'est-ce pas quoi? Mais j'ai pas envie de tromper ma femme, j'aime ma femme, voilà. Donc laissez-moi tranquille. Parce qu'en fait, comme il y a des fuites partout, elle dégouline de flotte, et lui dit, ah bah vous avez chaud, vous transpirez beaucoup. Pourquoi pas? Ça n'a pas de sens. Surtout quand tu vois le plan, vraiment, les fuites viennent de partout dans la cuisine. Genre, vraiment, partout, sauf du robinet. Donc, ouais, voilà, l'humour ultra exagéré, encore une fois, qu'on retrouve très souvent dans les mangas. Et effectivement, la scène où il se suicide. Mais avant, on avait fait la connaissance, du coup, de sa grande sœur, enfin, de sa petite sœur, pardon. Qui, elle, pour le coup, est interprétée par une autre actrice que j'aime beaucoup. Elle a 34 ans. Elle a 34 ans, voilà. Une autre actrice, du coup, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ching Mi Yao, et qu'on retrouve, du coup, dans les 3 films que j'ai cités précédemment. Vous inquiétez pas, on va reparler de Jackie Chung dans la scène qui l'a révélée. on va reparler de lui, vous inquiétez pas. Mais Ching Mi Yao, pour le coup, c'est une actrice qui a vraiment eu 10 ans de carrière, entre 87 et 97, point. Et qui a joué dans pas mal de films, donc notamment de Wong Jing. Et du coup, elle a été révélée notamment dans Naked Killer. Bon, c'était pas son premier film, mais elle a été révélée dans Naked Killer, scénarisé par Wong Jing. Et quand tu fais le compte, environ un quart de sa carrière sur ses 10 ans de cinéma, quoi, c'est du Wong Jing, quoi. C'est moche, quand même. C'est moche. Ah, c'est clair. Et oui, donc elle était dans Nicky Larson, elle était dans Meltdown. Et là, pour le coup, elle est dans Future Cops, quoi. Donc, tough shit, j'imagine. Mais oui, mais à la base, faut savoir que voilà, c'était juste une participante au concours de Miss Hong Kong 87, et elle a profité en fait de sa participation pour percer, quoi. Et du coup, depuis, plus rien. Genre le vide, le désert de Gobi. Aujourd'hui, elle a presque 60 balais, et elle ne fait plus rien du tout. C'est-à-dire que vraiment, pendant 10 ans, elle s'est éclatée, et après, elle a totalement disparu. Elle a mis de l'argent de côté, c'est tout, quoi.
Bah écoute, bon deal au final. Hein. Ouais. Voilà, hein. N'est-ce pas? Donc voilà, ensuite, une fois qu'on a eu cette partie-là, je sais pas si c'est maintenant où tu as la mère qui va annoncer qu'elle se remarie. Non, je crois que c'est bien après. Oh oui, c'est après. C'est après. Non, c'est bien après. Donc ouais, là pour le coup, voilà, c'est la scène sur la terrasse où tu as Wong Jin, presque au final, Chon Tae-hong qui hurle à la lune et qui se fait balancer une canette de bière géante avant que les flics du futur débarquent à la façon Terminator. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, cette scène, elle est juste folle, quoi. Au final, t'as vraiment Chon Tae-hong qui pète un câble, qui hurle que sa vie pue la merde, quoi. Il jette sa canette en l'air et ce qui lui atterrit dessus, c'est littéralement un baril de bière. J'ai pas compris l'intérêt de la scène, mais... C'est visuel, c'est ça l'intérêt. Pourquoi pas. Et donc voilà, les futurs cops, les vrais flics du futur, du coup, arrivent. Et ben voilà, quoi, on va remettre un petit cran, une petite pièce dans la machine du bordel. On se dit, ça y est, le film va enfin commencer. C'est ça, là je me dis, Zach, le film qui nous a promis la parodie Street Fighter, on va enfin la voir. Et figurez-vous que non, pas du tout. Mais pas du tout. Sûr que non. On a un Street Fighter qui se passe en 1993 et pour le coup, on va avoir les futurs cops au lycée. Et là, ils sont décrédibilisés, quoi, les mecs. Déjà, on a Desireless là qui ressemble à rien. Ils vont se retrouver chez le héros, ils vont essayer il va y avoir en fait une sorte de vaudeville où en fait surtout il ne faut pas se faire remarquer. Et puis au final en fait ils vont se faire choper par la petite sœur qui va poser des questions, et là eux ils vont devoir au final aller au lycée parce que ils ont toujours l'objectif. Et quel est cet objectif? De trouver le juge. Mais cet objectif, au final, ils vont vite l'oublier pendant 1 heure de film. Facile, ouais. Exactement. Bah oui, pour le coup, Karim Debache avait très très bien résumé ça dans sa vidéo en se disant que tout ce qui va suivre à partir de là repose sur une seule vanne. Vous imaginez si les persos Street Fighter ils étaient dans la vraie vie? Oh, ça serait trop drôle, hein. Eh ben voilà, on va construire l'heure suivante là-dessus. Et ça va être absolument particulier, pour pas dire les termes, quoi. Déjà, la dégaine qu'ils ont, ils arrivent quand même à infiltrer le lycée, quoi. C'est avec la dégaine qu'ils ont. Ouais. Ah mais il y a un truc aussi, j'avais oublié aussi, il y a le fameux gag quand la sœur les chope. Les deux là, Vega et Daslim se servent de Guile. Donc Guile, faut se mettre en tête que c'est un super héros, quoi, dans Street Fighter. Il a un main theme vraiment incroyable. Enfin, et puis c'est Jean-Claude Van Damme, quoi. Ça a été un sonnerie portable pendant très longtemps. Voilà. Et clairement. Et même sur la scène e-sport, pour te dire, Guile et Zangief, ils sont encore très très joués. Hein. Ah ouais, mais il est incroyable. Là, ils se servent de Guile comme un outil et comme un balai, en fait. Pour dire, mais non, mais en fait, on est en train de passer le balai. Et oui, mais attends, avant. Parce que la logique de cette scène, elle me strike à chaque fois. C'est vraiment à chaque fois. Moi, c'est donc, les futurs cops sont arrivés. Non, mais... Oui, clairement, oui. J'ai pas de contre-argument. Donc ouais, la logique de cette scène, elle me tue à chaque fois. C'est genre, t'as les flics du futur qui sont arrivés, qui décident que la chambre de Chon Tae-hong, c'est plus ou moins leur quartier général, histoire de faire leur mission. Et donc t'as Guile et Vega qui en ont marre d'attendre dans la chambre et qui ont faim. Ils commencent à manger genre des gants ou des chaussures, enfin des trucs en cuir, quoi. Et ils commencent à avoir la dalle, du coup ils descendent en cachette, histoire de voir si la sœur elle est toujours dans le coin ou pas. Et ils pensent qu'elle est partie, pour non pas manger ce qu'il y a dans le frigo, mais manger le frigo en lui-même. Oui.
Ouais, bah oui. Genre, voilà, ça n'a absolument aucun sens. Et quand la sœur revient, effectivement, t'as Vega qui attrape Guile et qui se sert de sa coupe de cheveux pour passer le balai. Mais ça encore, bon, c'est encore une fois un gag très, très cartoon, quoi. Ce qui arrive après, moi, ça me fusille. T'as Chang Tae-hang, du coup, qui revient de cours et qui a comme premier réflexe de frapper Guile violemment dans les couilles en disant qu'il fait ça parce qu'il est pauvre. Pourquoi? Je comprends pas la logique. Je suis démuni face à ça, désolé. Oh mon Dieu. Oh putain, mais oui, effectivement, cette scène arrive. Et donc oui, entre-temps, pour le coup, tu as la scène avec la mère de famille et son nouveau gars qui, quand il parle anglais, elle se met dans tous ses états. Oui, ça ouais. Je ne sais pas. Oui, voilà. Cette scène-là, en plus, t'avais dit pendant le visionnage que ça rappelait une scène d'un autre film. Oui. Alors, c'est un film indien que j'ai vu, qui est beaucoup plus récent, qui s'appelle Happy New Year. Et pareil, c'est avec Shah Rukh Khan. Et quand Shah Rukh parle anglais, la fille en face est complètement folle. Il peut dire n'importe quel mot en anglais, et là, en pamoison. Enfin, en même temps, être en pamoison devant Shah Rukh Khan, ça se comprend. Ouais. Oui, bah voilà, oui. Non, ah, bref. Ah non, le gars, faut déclencher Vigipirate à chaque fois qu'il passe à un aéroport, lui. Ouais, clairement. Donc oui, parler anglais, ça a l'air de mettre en émoi pas mal la jante féminine, visiblement. Bah ouais, là en l'occurrence ça a marché de fou. Parce que, après s'être mis dans tous ces états, et aussi, après il y a aussi le fait que les futurs cops traînant un petit peu dans la maison, elle croit voir des hallucinations pendant qu'il lui fait la cour au final. Mais bon, au final, c'est quand même aussi la langue anglaise qui fait pas mal le taf. Et donc, après cette scène-là, on a enfin, du coup, les futurs cops qui rejoignent le même lycée, le même bahut que Choi Tae-hang. Alors, comment est-ce que ça se passe? Qui devient quoi au final? Est-ce que vous vous rappelez? Oui, moi je me rappelle. Vega se fait passer pour un élève. Dalsim se fait passer pour le serviteur, garde du corps du héros. Il me semble que c'est ça. Ouais. Et Guile, il est prof de chimie. D'ailleurs, il prouvera ses compétences au proviseur en fabriquant une bombe nucléaire à base de carton. Mais ceci dit, voilà, n'oubliez pas ce détail, on en reparlera. Petit fusil de Tchekhov, là. Oui, voilà, c'est ça. Ah oui, voilà, oui. Le carton de Tchekhov, n'oubliez pas, cette bombe nucléaire posée sur le bureau du principal aura son importance. Mais oui, effectivement. Et du coup, voilà, là c'est à partir de ce moment-là que la vie au lycée de Chang Tae-hang va changer radicalement. Puisque pour le coup, maintenant qu'il se fait suivre partout par Dalsim, les Forbans, ils sont tout de suite moins tentés de l'emmerder. Parce qu'avec ses longs bras et avec sa bouche qui crache du feu, c'est tout de suite moins évident de faire chier Chang Tae-hang. D'autant qu'en plus de ça, Chang Tae-hang qui décidément a pris très très vite goût au pouvoir, fait en sorte de retourner la situation contre les Forbans, et notamment voilà le chef de ses bullies, quoi. Et il fait en sorte à ce que le principal de l'école pense que c'est le chef des Forbans qui lui balance un marteau, pas un marteau, une massue, dans la tronche. Voilà quoi, une massue avec des piquants. Et du coup, il se chope la même punition que le héros au début du film, quoi. Ouais. Mais il est pas vraiment mort. Il devient mauvais, quoi. il est pas mort. Tu te prends ça dans la tronche, dans la vraie vie, tu meurs. Mais lui, non. Non, il est juste un peu assommé. Ah oui, clairement. Oui. Encore une fois, le collège fou. Ouais, voilà, allez regarder un épisode, n'importe lequel du collège fou, vous aurez exactement à la fois la hauteur et la nature des gags, ainsi que le rythme comique effréné. On est vraiment sur ce délire-là, quoi.
Le rapport avec Street Fighter, on le voit toujours pas, nous non plus. Le rapport avec Street Fighter... Mais si, un peu d'imagination quand même. Mais voilà, mais ça vient, mais oh là là, tout de suite, là, ces gens pressés, là. Tac, donc ouais... Ah, je crois que c'est oui. la Oh, scène. putain. Oh là là, oh cette scène-là, mon Dieu. Ah oui. Voilà. Il y a la scène aussi de Vega qui dort en cours. Je sais pas si vous vous rappelez. Ah oui. Vega qui fait son giga chat en cours et où on lui envoie des cahiers à la gueule. Ouais, et lui il les rattrape. Ah oui. Ah ouais. Mais ça aussi, ça fait du Chekhov, hein, parce que cette scène-là va être réutilisée, et il va y avoir une intrigue avec cette scène. Oui, tout à fait. Il va y avoir un clin d'œil plus tard à cette scène-là. Ouais. Mais oui, effectivement, on lui balance, enfin le prof lui balance des cahiers à la gueule. Non seulement il les rattrape, mais il jongle avec. Ses camarades qui sont un peu jaloux de lui lui mettent un serpent dans son sac. Il prend le serpent, il bouffe le cœur du serpent et il s'en sert comme ceinture. Quoi? Tout est logique. Tout est logique. Voilà, comme ça je vois pas, mais oui. Ça doit être culturel, hein, en vrai. Je pense que c'est les bullies à l'américaine. Ils te bousculent, ils font du football américain. Là-bas, ils doivent bouffer des cœurs de serpent. Ça doit être un peu ça. Oh, voilà, quoi. Donc voilà, toute la suite de ce passage-là, c'est clairement Chan Tai-hang qui se sert de sa nouvelle escorte au final pour se faciliter la vie, en échange, normalement, du fait qu'il est censé guider les futurs cops pour les aider à trouver le futur juge. Mais ça, c'est vrai qu'on n'entend pas parler vraiment. C'est ce que j'allais dire, on n'en entend pas beaucoup parler. Ils sont pas très demandeurs aussi, faut dire. Hein. C'est vrai. C'est pas comme s'ils lui mettaient la pression ou quoi. Des super flics, on vous dit. Vous allez voir aussi dans le dénouement, vous allez voir à quel point c'est des super flics, à quel point ils sont doués en renseignement en règle générale. Enfin, bon. Toujours. Clairement. Alors, comment dire? Est-ce que vous... Ouais, on va arriver à la scène. Oui. Oh, on va arriver à la scène. Oh là 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 là. Alors, bon, qui veut s'y coller? Tout le podcast, tout cet épisode se tient sur cette scène-là. Voilà, c'est tout. Non, voilà, après qu'on ait parlé de ça, vous pouvez zapper, hein, vaquer à vos occupations, ça ne sert plus à rien. Bon, vas-y, Jason, étant donné que tu connais très bien Jackie Chung. Alors, Jackie Chung, c'est un... Jackie Chung, c'est un célèbre chanteur hongkongais qui a vendu des millions de disques là-bas. Il a joué dans beaucoup de films, notamment dans Tiger Cage. Ça, c'est important de le dire, où il va jouer le comique de service, mais il va aussi un peu donner des coups. Il va un peu se battre, même s'il est souvent doublé. C'est pour ça que le voir dans le rôle de Guile, ça me fait un peu rire. Il faut savoir aussi que c'est un acteur qui est très, très mince. Donc rien à voir avec Guile. Et là, il est prof. Oui, il se retrouve, tous les élèves se retrouvent dans une sorte de gymnase. Et là, il va tomber amoureux. Il va tomber amoureux de Crab Angel. Et, voilà. Et à partir de là... Il y a une petite alerte quelque part, parce qu'elle est peut-être mineure, très certainement. Voilà. Mais bon. Red flag, hein, là, franchement... Mais non, ils ont tous 28 ans au moins, c'est bon, t'inquiète pas. Ah, en fait, c'est le cours Louis XIV qu'il y a dans les sous-doués, c'est ça? C'est okay, ça, bon. Oui, tout à fait, ouais, c'est la boîte à bac. C'est ça. Ok, on tend pour moi. Mais voilà, non, c'est bon, c'est la classe de SECPA. C'est ça. Alors, ce qui est assez dingue dans cette scène-là, c'est que vous pensiez que le film était déjà what the fuck, mais que ça allait s'arranger plus tard. Eh ben non.
Puisque en fait, nous allons avoir un Guile qui va chanter. Et oui, parce qu'il est amoureux. Et oui. On s'y attend pas. Et là, il chante. Il chante bien en plus, hein, mais il chante quand même. Et là, c'est incroyable. Et avec un clip magnifique qui est digne de... Comment dire, MTV, ouais, MTV, ouais, mais même je pense que ça aurait pu être réalisé par Spielberg, tu vois, c'était formidable. Ah ouais, carrément. Et là, on va voir... Oui, c'est ça. Donc, et là, on va voir un gars qui est amoureux et qui va imaginer sa vie avec Crab Angel. Rappelons que Crab Angel est mineur, mais lui s'en fout. Et donc, ils vont leur sortie, leur premier baiser, leur mariage, leurs enfants. Ils font des parodies de films aussi. Oui, tout à fait, des parodies de films. À un moment, j'ai cru reconnaître l'amant, oui, porte un c'est chapeau vrai. Blanc, machin. Et après Ghost aussi. Enfin bref. Oui, alors ça aussi. Wong Jing était fan de Ghost parce que déjà dans la chambre de la sœur, il y avait l'affiche, il y avait Patrick Swayze et Demi Moore en train de faire de la poterie. Et là, ils refont la même scène. Et là, ils refont la même scène avec donc du coup Guile et Crab Angel. Et donc elle va tomber enceinte dans les rêves de Guile et elle va avoir des enfants. Et alors là, Elodie nous a suggéré un gag et je me suis dit c'est dommage, ça aurait été très drôle qu'ils le fassent. Et ils l'ont fait. Les bébés, ont la coupe de Guile. Comme quoi, Wong Jing donne vraiment ce qu'on veut. C'est ça. En fait, ça m'a fait beaucoup plaisir le fait qu'on pré-shot ce gag-là, parce que en fait, c'est la preuve que à ce stade-là du visionnage, vous êtes rentré dans la psyché du réalisateur. C'est bon, vous savez exactement où vous avez mis les pieds. C'est bon, vous êtes à la maison là, clairement. Mais ouais, effectivement, les deux bébés, ils ont la coupe de Guile, qui en plus de ça n'est même pas vraiment la coupe de Guile, parce que si vous connaissez la coupe de Guile du jeu vidéo, c'est vraiment la coupe longue en brosse blonde, quoi. Là, c'est vraiment un espèce de pic noir avec une mèche blonde au milieu. C'est encore plus ridicule. Et alors, vous aurez remarqué que tous les acteurs, enfin tous les personnages qui sont blonds dans le jeu vidéo, là, ils sont bruns avec une mèche blonde. Oui, pour parce rappeler. C'est Ken aussi. Et Dalsim, au lieu d'avoir son espèce de tatouage rouge sur le crâne, il a une mèche rouge. Oui. Voilà. Et au lieu d'être indien, il est philippin. Voilà. Tout va bien. Mais ouais, l'information importante, c'est vraiment que Jackie Chung, effectivement, c'est un chanteur avant d'être un acteur. Hein, c'est ça, totalement, ouais. C'est vraiment une superstar qui a vendu vraiment énormément, notamment en 95, où il a vendu plus de disques que Bruce Springsteen et Madonna. Ah ouais, quand même. Mais c'est Guile, quand même, mec, quoi. Hein. En même temps, c'est Guile. En même temps, c'est Guile, tu me diras. En même temps, c'est Guile. Voilà. Ses gros muscles, il les a peut-être pas en vrai, mais économiquement parlant, t'inquiète pas, quoi. Ah là 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 là. Donc ouais, la chanson de Guile, parce qu'au final, ce que tous les fans réclamaient à corps et à cri, c'était... c'est ça, franchement, je l'adore. En plus de ça, ses moves sont super bien, Sonic Boom, tout ça, ok. Mais franchement, il devrait chanter. Hein. Il chante même pas sur son thème. C'est ça. Enfin. La décadence. Et ouais, donc au final, après avoir réalisé ce fantasme de gamer, la scène continue et on a la... Ah ouais, oh là là. Est-ce que vous vous rappelez de la scène de la soupe ? La soupe La scène de la soupe. Ah si, là où il y avait... en gros, la petite sœur, en gros, qui... Enfin, celle qui est à l'université, du coup. Ah oui, mon Dieu. Qui rentre à la maison... qui rajoute du piment dans la soupe pour dire ah là là, quand le frangin il va rentrer, il va se brûler les lèvres. Au final, le frangin derrière, il rentre aussi. Il rajoute aussi du piment, mais genre à fond, quoi. Et au final, c'est la maman qui chope qui goûte la soupe et qui a une gueule, mais à coucher par terre. Oh là là. Vous avez déjà vu un mérou ? Voilà. Oui. Oh là là, la catastrophe. C'est Dominique Lavanant dans Les Bronzés 3.
Ah ouais, d'accord. Je voulais chercher le visuel parce que moi j'ai pas la force. Hein. Oh là là. Et donc en parallèle de cette scène-là, tu as donc la sœur en question qui va interroger Vega qui était dans sa chambre, enfin dans la chambre de Chon Tai-hang. Et du coup, c'est là où la scène va servir entre guillemets à quelque chose avec le délire comme quoi ils peuvent pas mentir sinon ils s'électrocutent. C'est qu'en fait, il est plus ou moins obligé de lui dire que c'est un flic du futur, tout ça. Et qu'ils vont sortir ensemble à partir de là. Du coup, oui, Street Fighter et romance. Vous croyez qu'il y avait que Guile ? Bah non, il y a Vega aussi qui a droit. Il n'y a pas de raison. Donc voilà, histoire de sortir de là, en gros, il va accepter de sortir avec la petite sœur. Et du coup, on va arriver à une mise en abîme de fou. Est-ce que tu peux nous parler du premier date? Le premier date. Eh bien, il l'emmène à la salle d'arcade. Et d'abord, ils font un tour de manège, je sais plus. Et il se retrouve dans la salle d'arcade. Et puis là, lui dit vous avez pas de jeux vidéo chez vous ? Il dit si. Sauf qu'on joue pas comme ça. Nous, on joue comme ça. Et puis là, d'un seul coup, il se retrouve dans la borne de jeux vidéo. Et c'est pareil, c'est un Mario de Wish avec le costume rouge et la casquette verte pour l'un et le costume vert et la casquette rouge pour l'autre. Enfin, voilà, histoire de dire que voilà, c'est pas les mêmes, quoi. Un voilà, M à l'envers. C'est ça, voilà, avec les M à l'envers sur la casquette, histoire de dire attention Nintendo, non, c'est pas nous. Par contre, il y a quand même des tortues très rapides sur lesquelles il faut sauter. Et puis des briques sur lesquelles il faut donner un coup de tête pour faire apparaître un item. Et enfin, voilà, c'est assez incroyable, assez déconcertant. Non, mais oui, clairement. Là où il bouffe des fleurs pour grandir et des champignons pour qui sont des champignons aphrodisiaques. Hein. J'ai que ça comme explication, hein, puisque juste après l'avoir bouffé, il se chauffe comme c'est pas permis. Et du coup, les gens qui passent devant la borne sont genre en mode « Oh, les mecs, venez regarder, là !» Mais que font les avocats de Capcom et Nintendo, mon Dieu. Je pense que c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont commencé... Ah, c'est pas impossible. Ou alors c'est vraiment à partir de cette époque-là que les avocats de Nintendo sont devenus les carnassiers qui sont aujourd'hui. Oui, voilà, je pense que c'est ça. Ils ont compris qu'il fallait s'entourer d'une bonne équipe légale parce que sinon ils faisaient n'importe quoi. Ils ont trop laissé couler avant, maintenant c'est terminé. Ouais, c'est fini. Maintenant, tu fais juste un tournoi sur Twitch de Smash Bros, on te fout un procès au cul maintenant. Ça dégage. Donc oui, suite à ça... Et que fait Dalsim pendant ce temps-là? Ah, mais que fait Dalsim pendant ce temps-là? Ah oui, donc oui, il y a cette fameuse section, parce qu'on est toujours dans la partie Chon Tai-hang qui fait, entre guillemets, du chantage, mais pas vraiment, à base de aidez-moi à devenir cool au lycée, en échange, je vous aide à chercher la personne que vous recherchez pour le juge, quoi. Ouais. Et du coup, petit à petit, il va dragouser gentiment la petite crabe. La petite crabe. Notamment en voulant faire des performances exceptionnelles en athlétisme lors d'un espèce de festival scolaire, quoi. Et du coup, Dalsim va fortement aider le petit Chon Tai-hang à avoir des performances de fou en faisant ce qui est manifestement du dopage. Hein. On va pas se mentir. Est-ce que vous vous rappelez du coup des scènes d'athlétisme ? Ah bah oui, on dirait les fous du stade des Charlots. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir... non mais c'est... Oh la référence. C'est complètement ça en fait. Mais c'est vraiment ça en fait. Hein. On va avoir du saut en hauteur... où en fait il y a carrément des élèves qui font des sauts périlleux de malade, tout ça, et puis notre héros, le juge, hein, le futur juge, en fait, lui, je crois qu'il est pas très doué en sport, et pour séduire en fait Crabbe, il va donner un petit Daslim va donner un petit super pouvoir à notre héros. Et notre héros,
faire un saut en hauteur, mais de malade, avec plusieurs sauts périlleux. Et là, j'aurais aimé qu'il se rétame les burnes sur la barre. Et non, il réussit. Ça aurait été très drôle, mais il réussit et il gagne la compétition. T'as réussi à dépasser l'humour du film, c'est fou. Ouais, ça, c'est fou. Putain, j'aurais dû réaliser ce film-là. T'aurais dû réaliser. Là où c'est très drôle, passage, là où c'est très drôle, c'est comment il arrive à avoir les pouvoirs. C'est que c'est des espèces de petits disques durs qui mangent. Voilà. Il mange le petit disque dur de Vega. Du coup, il fait un super saut. Alors que on verra à la fin du film, pour obtenir des pouvoirs, c'est pas du tout ce qu'ils font. Enfin bref, c'est si la logique était voilà. Ah non, c'est super bizarre. Et la seule épreuve où effectivement où il n'a pas besoin de manger les disques, c'est l'épreuve de course où bon déjà pour faire bonne figure, les autres candidats vont carrément clouer les chaussures du héros pour éviter qu'il fasse un départ, quoi. Et au final, pour le forcer à partir quand même, t'as Dalsim qui va littéralement lui cramer le cul pour l'obliger à courir. Et au final, bah voilà, il va finir premier juste parce qu'il a le feu aux fesses. Bon. Voilà, au moins il a gagné pareil. Tout seul, sans dopage, sans rien. Ah, non, voilà, c'est ça. Et en fait, voilà, pour chaque épreuve qu'il y aura par la suite, effectivement, il va bouffer un disque et choper temporairement les pouvoirs des persos principaux, enfin des persos du futur, quoi. Manifestement, c'est du dopage. Mais encore une fois, qui peut le prouver, hein? Ça va pas se voir quand il va pisser, c'est pas grave. Hein, en plus que Chan Tai-hong, il a une façon très particulière de pisser, on l'a vu plus tôt dans le film, où littéralement il pisse 3 ou 4 jets en même temps. Donc, va choper le jet où t'as le dopage. Déjà, faut viser dans le tube. Clairement. Donc, il peut faire 5 tests en même temps. Ah, bref. Donc ouais. Le running gag du coup, que t'as pendant cette... Oh putain, quel métier, putain. Donc le running gag que t'as pendant ces épreuves olympiques, c'est le fameux présentateur qui... Oh oui, oh putain. Oh, le présentateur, au secours. Oh, le présentateur qui en gros fait des pronostics sur les performances de chaque candidat, et quand il voit arriver Chan Tai-hong, il dit oh non mais lui c'est impossible qu'il gagne. Ah ouais, vous êtes sûr que ça? Ah non il va perdre, c'est sûr et certain. Ah bon? Et s'il gagne, vous êtes vraiment sûr et certain qu'il va perdre? Ah oui non mais je vous le dis, si jamais il gagne, je mange mon micro. Et au final, il gagne, du coup il chope son micro et il le bouffe. Mais ça, c'est qu'un seul truc, parce qu'à chaque épreuve, il va dire « Oh bah écoute, s'il gagne, je mange la table. » S'il gagne, Et c'est que des trucs à la con comme ça. Et la table, elle est en marbre. Et la table, elle est en marbre. Tant qu'à faire, hein. Oh putain. Oh. J'en pleure. Oh. Enfin bref. Ouais. Ouf. Oh là, vraiment. C'est les nerfs. Ouais, vraiment. Donc voilà, maintenant on arrive au stade où enfin on se rappelle qu'on a un scénario, avance. Oui. Enfin. Non, attends, Elodie, c'est pas là où il va y avoir un scénario, c'est enfin il va y avoir quelque chose, mais le scénario est toujours bidon. Ah oui, non, mais tu me casses mon délire. Enfin, on a un semblant de quelque chose qui se passe déjà. Oui, enfin le film s'est dit l'épisode d'Hélène et les garçons là, on peut l'arrêter là, non? On peut peut-être reprendre on peut faire sur l'épisode de miracle de l'amour maintenant. Hein, l'épisode du miel et les abeilles là, on peut peut-être passer à la suite, non? Et donc du coup, on retrouve Ken, Sagat et Toyota, ce que j'appellerais jamais Honda, lui, qui débarque enfin dans le passé, alors que, si vous vous rappelez bien, ils sont partis avant, normalement. Ben oui. Enfin, le but des films du futur, c'était de les poursuivre, et donc ils viennent d'arriver. Ce qui fait qu'avec des méchants comme ça, les flics du passé, ils auraient pu s'en servir tout seuls. Bref.
Donc les méchants du futur débarquent et ils prennent en grippe le petit Forban qui est en train de faire une partie dans une salle d'arcade, histoire de lui dire est-ce que tu sais pas où est-ce qu'il est un tel est-ce que t'as pas vu des gars avec des capacités spéciales, etc., etc. Ils comprennent du coup que les flics du futur, ils sont devenus profs, élèves, en tout cas infiltrés, quoi, et qui recherchent eux aussi le juge, et du coup, eux aussi vont faire en sorte de s'infiltrer, et Ken va devenir un professeur. mais quand même, il fallait... On arrive de loin, quoi. Ouais, quand même. Ils vivent la stratégie. Je veux dire, on entre dans cet établissement comme dans un moulin, quoi. Enfin, ils prennent des élèves et des profs en cours d'année, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, c'est ça. Tu prends Ken, hop, coupe de cheveux, et c'est parti. Je suis prof. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Et un costume rose. Et oui, effectivement, costume très fort stylé, qui fait un peu tourner la tête des filles du coin, notamment Crab Angel qui ne... Ouais, je sais plus où... Ouais. Hein Et encore, il n'a pas parlé anglais. Et encore, il a... Ouais, tu t'imagines. Et c'est là, du coup, que la scène avec comment il s'appelle, avec Vega. Qui esquive des crayons et des cahiers va avoir son importance. Tout à fait. N'est-ce pas? Oui, puisqu'en fait, Ken joue un professeur. Mm-hmm. Et on va retrouver Vega en train de dormir avec ses lunettes de soleil. Et là, ce qui va se passer... Et je pense que Wong Jing a dû regarder Piège mortel à Hawaï. Puisqu'il va prendre le cahier et il va mettre en fait des seringues. Et donc du coup, il va coller des seringues. Et donc là, il va jeter le cahier. Et comment il s'appelle Vega va récupérer le cahier et hop, il se fait piquer par les seringues. Mais attention, ce n'est pas n'importe quelle seringue. Ça aurait pu être un poison, un truc qui va défoncer le cerveau. Non, pas du tout. En fait, il perd de l'âge mental au niveau du cerveau. Donc dans quelques heures, il aura le cerveau d'un enfant de 8 ans, puis un enfant de 3 ans. Le mec devient Benjamin Button. Voilà. Oh là là. Ils peuvent tellement demander des royalties, c'est abusé. Ah oui, donc oui. Arrête, ils feront une suite. Hein. Ils feront une suite, exactement. Donc ouais, le concept bien débile de la seringue empoisonnée qui empoisonne pas, du coup. C'est qui te fait régresser. Et ouais, on verra en fait que un peu plus tard dans le film, on verra que ouais, c'est un peu son truc à Ken en fait. Il a des seringues qui modifient l'âge des gens. J'ai pas bien compris le délire. Voilà, là c'est censé être une seringue qui fait régresser et plus tard on verra qu'il a des seringues qui font vieillir. Bon, ok, pourquoi pas. Et puis surtout, ça n'a absolument rien à voir avec le personnage de Ken. Je veux dire, dans Street Fighter, il y a bien un empoisonneur qui s'appelle Fang, mais il arrive dans Street Fighter 4, donc c'est beaucoup plus loin. Mais ils avaient déjà l'idée de l'empoisonneur, ceci dit. Bah oui, voilà. Mais après, voilà, c'est un petit peu le b.a.-ba quand tu fais une adaptation de Street Fighter. Si jamais t'as moyen de coller un métier random à un personnage de Street Fighter, t'y vas. Dalsim, le scientifique dans la version Van Damme. Allez, hein, Oui. Ça passe, hein. Ça passe. Blanca aussi, ça passe. Blanca, ça va bien passer, tu vas voir. Surprise, on vous garde la surprise pour la fin. Et donc voilà, du coup, Ken Master, le chimiste, va donc empoisonner Vega, qui va avoir donc l'attitude et le QI d'un bébé, hein, littéralement, petit à petit. Et en apprenant ça, du coup, et en voyant ce qu'il a fait, Guile, pas content. En plus de ça, quand je disais que Ken faisait les yeux doux un peu à tout le monde, il réussit à piquer la copine, donc Crab Angel, au pauvre Guile, qui pensait encore avoir une chance, le pauvre. Ouais.
Et il se barre dans sa super voiture rouge, qui je suis sûr est canon quelque part, parce que je crois l'avoir vu aussi dans un film d'animation. Mais bon, de toute façon. Donc, Ken qui se barre dans sa voiture rouge. Ou c'était peut-être la voiture de Outrun, je confonds peut-être. Et du coup, il vient, et Guile vient pour chercher la bagarre avec Ken, dans une supérette qui n'en demandait pas tant, au final, la pauvre. Elle a morflé, la pauvre. Voilà. Ah, elle a bien morflé, la supérette. Hein. Oh là là. Et le parking aussi a morflé, on en parlera. Oh là 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 là. L'affrontement dans la supérette, c'est un bordel sans nom, où au final j'ai l'impression que le but c'était plus de casser la supérette que de vraiment faire un affrontement à base de Sonic Boom et de Hadouken ou quoi. Oui. Là vraiment, c'est les piles de canettes qui prennent cher, c'est les étalages, c'est les vitres, absolument tout. Il se balance des voitures à la tronche. Oui, ça c'est drôle. Ça brille pas par la chorégraphie, ça c'est clair. Ah non, mais par contre les idées. Ah ouais, non mais ça par contre, ouais, c'est assez jouissif. Surtout après le tunnel de non-sens et il se passe pratiquement rien. Là on se dit enfin de la bagarre, c'est cool. Clairement, d'autant qu'en plus de ça... Ah oui, pardon, on n'a pas parlé de la manière dont Guile arrive sur le lieu de la bagarre. En chevauchant littéralement une bagnole. Oui, j'avais dit, c'est bien, c'est bien personnage de jeu vidéo. Il fait comme Spirou, il rentre pas dans le... Spirou ne rentre pas dans le métro. Guile ne rentre pas dans la voiture, il monte dessus. Après, c'est peut-être une réminiscence des planches à repasser volantes du futur, je sais pas, mais... mais je sais pas, peut-être que toute cette scène, en fait, est une référence au stage dans Street Fighter où tu casses des voitures, je ne sais pas, au final. Je suis aussi perdu que vous, hein, désolé, mais... Donc, voilà, après avoir défoncé une supérette, et après s'être fait défoncer la tronche, Guile se fait réanimer, je vois pas d'autre façon de le dire, par un bisou de Crab Angel, et du coup, paf la margoulette, il réussit à défoncer Ken, qui, après avoir perdu la bagarre, bon joueur, envoie des seringues pour pouvoir refaire vieillir, entre guillemets, Vega, et du coup ça le guérit. Donc, retenez bien que dans ce film, Ken, c'est un peu le personnage ambivalent qui est du mauvais côté, mais sans vraiment faire exprès. Bah ouais, ils ont voulu faire ça. Il y a revirement, mais sans aucune explication, quoi. Oui, c'est genre, oh là là, tu t'es bien battu, tiens ton antidote. Ok. Non, mais c'est pas ça le pire, c'est que c'est Guile qui a voulu sauver son pote et qui se prend aussi une seringue dans les fesses. Et c'est une seringue de vieillissement. Et donc il va se retrouver. Et alors là, incroyable. Alors, les amis, j'espère que vous avez bien retenu le visage de Guile quand il vit. Ça vous fait pas penser à Vegeta dans Dragon Ball GT avec sa moustache? Oh là là, mais pourquoi tu me rappelles ça toi aussi? Non. Mais c'est vrai, c'est la même tronche. Ça va pas la tête ou quoi? Espèce de malade, ça va pas la tête. Oh, excusez-le. Hein. Vegeta dans Dragon Ball GT. Non mais j'avais réussi à effacer cette image de ma tête là. Donc oui, on dirait un petit peu où tu prends n'importe quel vieux maître d'un film de Quentin Tarantino, je sais pas. Ça marche aussi. Mais ouais, effectivement. Donc voilà, après avoir sauvé du coup Vega, parce que je cite, même si nous sommes des ennemis, je vous fais une faveur. Ça c'est vraiment le genre de ligne où tu te dis ça c'est juste un aveu du scénariste ou du réalisateur, on n'a plus le temps, en fait on a plus le temps pour vos conneries, passons au déroulé de la scène finale quoi, parce que voilà, faut avancer, et donc voilà, après il y a une petite scène un peu mignonne où pendant qu'il était en train de régresser mentalement, la petite sœur
lui dit faudrait que voilà, t'inquiète, enfin il faut que tu t'accroches, on va finir ensemble, on va se marier, on va avoir des bébés. Et au final, il se rappelle de ça même après avoir pris l'antidote. Et du coup, retour dans le futur où tu as Bison qui se fait libérer de sa prison du futur et qui non seulement défonce les gardes, rigole devant un screen de flammes comme l'acteur, à mon avis, rêvait de le faire depuis le début du film. Et... parce que voilà, il y met beaucoup trop d'enthousiasme pour que ce soit juste comme ça. Et décide de retourner lui aussi dans le passé pour pouvoir prendre les choses en main. Seulement, il y a que moi qui me pose la question, maintenant qu'il est libre au final, qu'est-ce qu'il s'en fout? Oui, oui. On s'en branle en fait. Pourquoi les méchants ont pas commencé par là? Bon, il y aurait pas eu de film, d'accord, mais je veux dire... on n'aurait pas perdu notre temps devant, quoi. Ils avaient le projet de le libérer dès le départ, bon... Bon, allez, admettons. Voilà, je crois que c'est un des mots que je vais dire le plus souvent pendant ce podcast, mais admettons. C'est vraiment le sketch de Bigard sur la mais oui, c'est ça. Bon, admettons. Bon, admettons. Oh putain. Et donc voilà, finalement, le général se libère. Et tout ça pour ça. Et vous pensiez, je pense... que le bordel général du film ne pouvait pas empirer, ça ne pouvait pas être encore plus anarchiste, tu vois. Sauf que ça va devenir encore pire quand Bison va revenir. Mais d'abord, on a la grosse révélation de fin du film. Alors, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi la grosse révélation, le twist final de toute cette enquête, en fait, là où à la base il cherchait donc le futur juge. Vas-y Jason, est-ce que tu peux nous dire de quoi il oui, alors pendant tout ce temps vous vous dites quand même c'est un film, on essaye de nous le vendre depuis tout à l'heure. Oui, c'est vrai, il y a de la comédie musicale, oui, il y a un peu d'action, il y a surtout beaucoup d'humour, et là vous vous dites quand même il y a un twist. Et oui, il y a un twist. Et oui, parce qu'il y a aussi un scénario. Il y a aussi un scénario. Et il y a un cœur qui va dans le corps du scénariste. Et ce qui va se passer, c'est que en fait, rappelez-vous, la maman va se marier. Oui, tout à fait. Voilà. Avec celui qui parle si bien anglais, qui manie si bien la langue de Shakespeare et de Jude Law, au final. Et oui, de Jude Law, ouais, oui. Et de Hugh Grant, formidable. Et ainsi, ce qui se passe, c'est que en fait, le juge va prendre le nom du beau-père. Et alors là... Ah oui, Denis Brognard, j'ai reconnu, super imitation. Bravo. Et donc en fait, il va avoir le nom du juge. Et alors là, les héros, ils font nom de Zeus, purée, on a trouvé le juge. Et voilà. Bon sang, mais c'est bien sûr. Ouais, bon sang. Et là, t'es spectateur et tu fais 1h20. Énorme. 1h20 de niquer. Tu ne retrouveras jamais cette 1h20 que t'as passé. Voilà, les meilleurs flics du monde, on vous dit 1h20 pour se rendre compte que le mec chez qui il créchait depuis le début, c'est le gars qui recherchait. C'est ça. Et surtout qu'ils se sont pas renseignés avant de revenir dans le passé. C'était quoi le nom du gars à l'époque où il revenait, quoi. Mais oui. Bravo. Non mais bravo. Ça c'est du scénario bien mené. J'ai rien à dire. Les super flics. Oh là là. Voilà. Et du coup voilà. Après du coup le remariage de sa mère, il se fait du coup Yu Ti-hang pour. Et donc c'est bien le nom du futur juge, quoi. C'est ça. Trop bien. Et voilà. Et comment dire, et pendant la fête qui était, alors je sais pas si c'était l'anniversaire je crois que c'était son anniversaire, oui. À 29 ans, le mec. Je crois. Hein. Et où ensuite ils ont... Non mais alors là je suis perdu. Mais il y a un magnifique moment où le chef des forbans débarque, il s'invite, il dit bon anniversaire, et puis là tu lui reclaques la porte au nez. Eh ben justement, ça va avoir son importance maintenant, parce que pour le coup, le chef des forbans qui était là et qui du coup a assisté à la révélation, et qui entre-temps
avait accepté donc d'aider Toyota et sa bande à retrouver le juge. Eh ben, la première chose qu'il fait, c'est qu'il retourne leur balancer l'info. En fait, Chan Tai-hong, en fait, c'est lui, Yu Ti-hong, celui que vous cherchez, là. Et du coup, voilà. Là, ils se disent, ah bon, d'accord. Et il est dans ce lycée-là. Eh ben, ce lycée-là, je vais en faire un bordel sans nom. Au secours. Et donc, du coup, vous vous souvenez que Guile est devenu prof. Oui. Ken est devenu prof. Oui. Vega est devenu élève, oui. Dalsim est devenu servant, oui. Eh ben qu'est-ce qui manque là-dedans ? Bison en tant que principal. Bien sûr. Bien entendu, vraiment j'ai l'impression de voir une parodie à la Sentai School ou à la Dragonfall ou des trucs comme ça, des mangas parodiques en mode imaginez un petit peu ou alors l'attaque des Titans Junior ou quoi. Imaginez un petit peu, vous prenez votre manga avec votre univers et tout et on le met dans un univers scolaire où on balance des gags faciles, en veux-tu en voilà. Bah voilà, si vous faites un manga Street Fighter, forcément vous avez Bison en tant que principal. Ils ont compris ça au moins, tu vois. C'est déjà ça. Je reprendrai une phrase d'Elodie et je dirais admettons. Ça peut se passer. Je pense que ça sera le message du tweet qui annoncera la sortie de l'épisode. Admettons cet épisode existe. Admettons. Donc ouais. Le bison du coup qui se sert de ses super pouvoirs alors pas vraiment que de ses super pouvoirs mais il peut parler en tout cas sans ouvrir la bouche et ça c'est pratique. Clairement après la cantine où t'as pas envie de puer de la gueule voilà, tu parles à tout ça si t'as mangé un truc à l'ail. Ça c'est vraiment un pouvoir de méchant quoi. Et du coup, il met des espèces de puces qui rendent fous les gens dans les crânes de plusieurs élèves et de plusieurs profs pour rendre encore une fois le bahut encore plus barjot. Où t'as par exemple l'ancien principal qui va aller fouiller dans les chiottes des filles. Tu vas avoir le bordel le plus chaotique et le plus total. Juste pour pouvoir retrouver à la fois donc Chan Tai-hong et aussi sa bonne copine du début. On en a pas beaucoup parlé d'elle. C'est vrai. Oui, la bonne copine du début qui s'appelle je crois Choi Nei, qui est en fait voilà l'amie avec grosses guillemets qui aimerait être plus mais qui voilà est juste la bonne copine. Pendant que du coup Chan Tai-hong lui est en train de fantasmer à fond sur Crab Angel et du coup l'objectif c'est de retrouver leur objectif c'est à la fois de retrouver Chan Tai-hong et à la fois de retrouver soit la copine soit Crab Angel histoire de l'attirer dans un piège. Mais du coup c'est sans compter sur les futurs cops qui ont bien sûr un plan pas piqué des hannetons puisque on apprend dans cette scène là que les pouvoirs des futurs cops, en fait, c'est des puces électroniques qu'ils ont dans le corps. Mais quoi ? Les années d'entraînement... Mais pardon ? Non, oubliez. Mais voilà, quoi. C'était déjà pas très... Voilà, pas très respectueux de l'univers ou quoi que ce soit, mais... T'es en train de me dire qu'il suffit juste de planter une puce dans la nuque et ça y est, t'as des super pouvoirs ? Eh ben oui. Eh bien oui. Parce que vous vous dites peut-être que le casting des futurs cops, enfin de ce film en général par rapport à les personnages de Street Fighter est peut-être un peu léger. Vous inquiétez pas, ça va devenir beaucoup plus fat dès maintenant. Parce que on va call Chun-Li. On va call une deuxième Chun-Li. On va call... attends, qui d'autre ? Va y avoir Blanca qui va arriver dans une scène bientôt. Chan Tai-hong lui-même, pareil, qui va se révéler être... Enfin, bon, je vous garde ça pour la suite parce que c'est juste... Ça va juste casser en deux. Mais voilà, apprenez juste que tu colles une puce et hop, t'as des super pouvoirs et tu deviens une contrefaçon congaise de Street Fighter. C'est aussi simple que ça. Voilà. C'est bien résumé.
Donc voilà, suite à ces révélations et à comment dire, à l'enjeu, ça y est, là on arrive, c'est la grande scène finale, là, le climax. Les flics du futur qui arrivent et qui font la grosse baston. Alors, est-ce que vous vous rappelez des gros éléments de cette fin? Parce que je sais que c'est compliqué, parce que la fin est aussi chaotique que le début, si ce n'est plus. C'est vraiment à ce moment-là que le film il se réveille. Est-ce que vous vous rappelez de comment est-ce que ça commence? Bah, comment ça commence, je sais plus, mais moi je me rappelle du combat des deux Chun-Li contre Sagat, du coup. Ouais. Oui. Je sais pas si ça commence par ça, mais... Oui, effectivement. Enfin, après, ça commence par les flics qui se ramènent en skateboard. Je crois qu'ils ont ramené en plus leur machine de l'époque, oui. Et qui explosent des flics du présent qui étaient juste à l'entrée et qui se faisaient aussi contrôler par Bison. Mais le vrai combat, entre guillemets, entre deux personnages, c'est effectivement Sagat versus les deux Chun-Li. Ouais. Oui, avec Chun-Li, donc version la petite sœur, qui nous fait un magnifique spinning bird kick qui fait soulever les jupes des filles. Oui. Il y a trop de technique, là. C'est Future Cop, hein. Ah bah clairement, on y est. Et quand elle est un peu en difficulté, là tu entends un cri et puis c'est sa mère qui arrive en Chun-Li version rouge, donc le color swap. Exactement. C'est pour être précis, parce que parce que pour être précis, la première Chun-Li, elle s'appelle Chun-Mei, et la deuxième Chun-Li, donc qui est incarnée par la mère, c'est Chun-Dai. Je sais pas où est-ce qu'ils sont allés chercher ça. Je ne comprends pas l'intérêt de la chose. Peut-être faire une blague sur le fait que tu mets une Chun-Li qui est pas jeune, du coup ça, je sais pas. Voilà, j'ai pas pigé. Mais du coup à deux, comme des héros au final, à 2 contre 1, ils réussissent à défoncer Sagat. Bravo pour lui. Fin de tournage du coup pour Sagat. Elles nous font un très joli Yatta. Ah oui. Oui, effectivement. Yatta. Effectivement. Au final, comme la scène dans Nicky Larson, quoi. Oui, avec Jackie Chan qui finit sur un Yatta. Et ça marche bien. Et du coup, la suite, c'est le combat final contre le général, contre Bison. Donc là, il y a tout le monde. Là, on ramène tout le monde. Dalsim, c'est pas Bison, n'importe qui. Enfin, Vega, Guile. Tout le monde est là, tout le monde fait la bagarre, et tout le monde se fait éclater la tronche. Jusqu'à ce que... La plus belle surprise que j'ai eue. Jusqu'à ce que... Est-ce que tu te rappelles, Jason? Oui, alors, c'est fou parce qu'on se disait, il manque un personnage. Et le beau-père. Et là, on se disait, c'est là où tu veux m'emmener. C'est sur ce chemin. Ah, clairement. Ah voilà. Oui. C'est sur ce chemin, oui. Bah, alors du coup, il y a le beau-père, oui. En quoi peut-il bien se transformer? Il y a tellement de personnages classe. Tu peux mettre Zangief, ça aurait été cool. Tu peux mettre, je ne sais plus moi, tu peux mettre plein d'autres personnages. Balrog, par exemple, oui, non. Eh ben non. Ils vont le transformer en Blanca. Mais pas n'importe lequel, attention. Blanca avec, sorte de déguisement chez Wish. Donc tu peux trouver pour Halloween, voilà, des déguisements Hulk où en fait, c'est du tissu. Oui, voilà. C'est littéralement le costume faux muscle d'AlphaCast. C'est ça, c'est un pull vert rembourré. Et donc, Blanca, vous savez la technique de Blanca, en fait, s'il se met en boule et il terrasse ses ennemis. Ouais. Bah là, en fait, vous imaginez une grosse couille et c'est Blanca. Voilà. qui fait des éclairs un petit peu. Qui fait des éclairs, tout à fait. Voilà, c'est ça. Littéralement un gros ballon de plage avec le cri du jeu. Avec le cri du jeu, il fait bien. Oui, c'est ça. C'est ça. Et ils ont l'outrecuidance en plus de faire un zoom sur sa tronche où on voit bien que littéralement il a un masque de visage sur la gueule avec le maquillage le plus raté de la planète et une perruque rouge. Mais c'était magnifique. C'est Blanca. Pardon, c'est Green Wolf. C'est pas Blanca. Oh bordel. Voilà.
voilà, le level de battage de couilles est stratosphérique. Hein, aussi, quand il est en boule, à un moment, il me semble, Bison le renvoie comme un ballon de foot, là, boum, avec un gros coup de pied. Il y a zéro respect. Le respect est mort. Mais il y a bien 3 bonnes secondes, je crois, où on voit le ballon rebondir et c'est un ballon, ça se voit, quoi, c'est... L'illusion ne marche plus, là, en fait. Ah, c'était magnifique. Oh là 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 là. Une catastrophe. Mon Dieu, une catastrophe. Ah, et donc voilà, après ce revirement fabuleux, ce chef-d'œuvre du 8e art, il y a le retournement de veste de... oui, parce que voilà, avant la grosse révélation de en quoi est-ce que Chan Tai-hang va se transformer, il y a le retournement de veste de Ken. Oui. Oui, voilà, oui. Ken qui change officiellement de camp et qui fait maintenant la bagarre avec les gentils. J'ai envie de dire, bon, à cheval entre eux, il est pas trop tôt et qu'est-ce que ça raconte, enfin, voilà, mais bon, c'est pas grave. Mais du coup, ils sont quand même bolos. Ils sont à combien, là? Ils sont à 6 contre 1 à ce stade-là. Facilement, voilà, quoi. Dalsim, facile. Vega, Ken, Blanca. Ouais. Les filles sont pas venues encore? Ou elles y sont déjà? Non. Enfin, je sais plus. Enfin, bref. Non, elles sont pas encore revenues. Bah, ça fait déjà beaucoup. Eh ben, ça fait pas assez selon le scénario. Ben non. Il manque encore quelqu'un. Il est temps que, voilà, exactement. Et c'est qui votre perso préféré de Street Fighter? Si vous avez dosé un peu Street Fighter. Moi, je dirais Sangoku, quand même. Ah, on va pas se mentir. J'hésitais entre Piccolo ou Sangoku. Mais le pire, c'est que il reste le personnage d'Akuma qui s'appelle Guki en japonais, Guki Goku. Ouais, c'est vrai. Mais est-ce que tu crois franchement qu'ils ont fait ça? Non, je crois qu'ils n'y ont pas pensé du tout. Ils ont dit. Voilà, qu'ils avaient cette notion, cette. Balek. Mais on s'en balek, c'est bon. Là, à partir de ce moment-là, le film. On n'a plus rien à foutre. Non, on s'en fout complètement. Je suis sûr et certain que les seules données qu'ils avaient de toute la licence Street Fighter se résument au décor qu'il y avait sur Nicky Larson. C'est tout. C'est ça, ouais. Et donc, du coup, bah voilà, il y a Sangoku. Et quand on dit Sangoku, c'est pas juste un cosplay Wish comment dire, un cosplay Wish de Sangoku, enfin, de personnages qui évoquent Sangoku, quoi. On n'est pas dans Dragon Ball Evolution, là. Eh non, bah non. Oh là là, gratuit, gratuitance. Oh là 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 là. Mais donc là, non, on n'est pas sur un cosplay Wish de Sangoku. On est vraiment sur un personnage qui balance littéralement des Kamehameha. C'est... Voilà, on n'est pas sur de la sur de la blague facile, là. Il balance vraiment des Kamehameha. Donc... Et il se fait appeler Nang Quan Yu. Voilà, va savoir, enfin, avec le cantonais, ce que ça veut dire. Peut-être ne faites pas de procès, s'il vous plaît, je sais pas. Et donc, du coup, voilà, maintenant, la bagarre prend une autre tournure. Tout le monde se met sur la gueule de Bison, enfin sur la gueule du général. T'as Vega qui fait un finish move que je ne le connaissais pas, où il fait littéralement tourner sa main comme un mixeur. Une griffe rotative. Une griffe rotative suivie d'une charge. Je vais pas m'amuser à fouiller dans quel jeu il y a ça. Et il réussit à faire un trou dans le beat de Bison. Et est-ce que ce serait pas le moment de parler de comment dire, de fusil de la Chekhov, préparation paiement, de méthode d'écriture. C'est là où on voit que quand même Wong Jing c'est un auteur, hein, il connaît ses bases en scénario. Elodie, est-ce que tu te rappelles de ce fusil de Chekhov? Oui, vous vous souvenez de la bombe nucléaire à base de carton qu'avait fabriqué Guile pour se faire embaucher comme prof de chimie? Bah la revoilà. Évidemment, faire un trou dans le bide à Bison, ça suffisait pas, il faut y planter l'espèce de fusée. Et voilà. Oui, et là, vous m'avez perdu. Ça, oui, c'est pas une blague.
Du coup, voilà, il faut un trou dans le bide de Bison, ils lui foutent une bombe nucléaire dans le bide, il faut exploser la bombe. Ça explose comme, je sais pas, moi, un gros pétard mammouth, j'en sais rien. C'est ça. Putain. Ça fait rien du coup, comme explosion. on peut remettre en cause les compétences de prof de chimie de Kyle. Peut-être qu'il a usurpé son poste. C'est pas impossible. Aurait-il menti ? Oh, et il s'est pas fait électrocuter pourtant. Enfin bref. Oh la vache. Bon, enfin, c'est quelque chose de dingue. Oh là Et là. donc, enfin, le méchant, il est terminé. Qui est devenu Toyota, je suppose qu'il s'est lancé dans la variété, j'en sais rien du tout. Mais voilà, il est parti. Et du coup, on se retrouve devant la fin du film, où non seulement Chon Tae-hang se rend compte que, oh là là, c'était quand même vachement mieux de finir avec sa copine plutôt qu'avec Crab Angel. Crab Angel qui est devenu un raid dingue de Guile. Et la sœur donc du coup de Chon Tae-hang qui pareil sort complètement avec Vega. Oui, et là, ça redevient Hélène et les garçons, là. Ça redevient Hélène et les garçons, tout à fait. Voilà, c'est comme si tout ce qui faisait Street Fighter était genre pause action avant qu'on revienne au vrai scénar, tu vois. C'est ça, ouais. C'est un clin d'œil, c'est un hommage. C'est un hommage, exactement. Et donc voilà, c'est la grande scène des adieux. Ils se retrouvent tous sur le toit en mode prêt pour le départ, façon voyage dans le futur, encore une fois, à la Terminator. Ouais. Scène d'adieu Mais au final, sentimentale. c'est ça. Avec quand même des petits ressorts comiques à base de oh là là, comment dire, la sœur de Chon Tae-hang et Vega qui sont vraiment très romantiques premier degré et Guile qui dit juste à comment dire, à Crab Angel, tu regardes plus personne, tu ne parles plus à personne, tu sors avec personne, tu restes à moi pour toujours, tu me restes fidèle, t'as compris? Non, et pareil, et Dalsim qui fait la gueule parce que lui c'est le seul qui a pas pécho. Oui. J'en peux plus de ce film. On est toujours dans Street Fighter, mesdames et messieurs. On est toujours dans Street Fighter. Oui, et au passage, si vous pensiez que les transformations avec les puces c'était quelque chose de temporaire, pas du tout. Blanca est toujours là, il est toujours en costume, il est sur le toit, tout va bien. Mais oui. Pareil pour les Chun-Li. Tout le monde reste en costard, il n'y a pas de soussaille. De toute façon, vous pouvez le voir sur la miniature de l'épisode. C'est littéralement le freeze frame de fin. Vous pouvez attester de la tronche des gars. Voilà. Et du coup, Ryu apparaît, il vient du futur. Bon, tiens, pour dire, bah, ça bon, faisait longtemps qu'on l'avait pas vu celui-là. ça serait bien que je cherche quand même à quelque chose pour finir, quoi. Et il vient pour dire bon bah c'est bon, là il s'agirait de rentrer. Et après je sais plus du tout c'est quoi le prétexte qu'il trouve. Il y a un genre de prétexte à la con. Ouais, je crois qu'il dit qu'il y a une nouvelle mission. Voilà. Il doit faire une nouvelle mission toujours en 93 et du coup ils ont plus besoin de repartir. Ouais, avec voilà, le Japon c'est ça. cette fois-ci. C'était le Japon. Oui, voilà, quelque Japon, chose dans ce style-là. J'avoue que j'étais pas, j'étais plus attentif là du tout. Enfin, et du coup, en même temps, on rigolait tellement. Bah c'est clairement. Du coup, ils apprennent que ça y est, ils peuvent rester à cette époque-là. Il y a même Ryu qui reste avec eux en mode allez viens, t'inquiète, on s'amuse bien. Ok, yeah. Et du coup, bah tout le monde reste, tout le monde est content, tout le monde regarde la caméra et tout le monde saute freeze frame et on retombe et comment dire, et on réécoute parce que c'était pas assez une seule fois la chanson de Jackie Chan. Oui, en même temps. Pendant qu'il faisait tellement une belle scène. Oh là là qu'on là s'en là souvienne. Au secours. Et donc voilà, c'était Future Cops de Wong Jing. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Vas-y, Elodie, vas-y, dis-moi, comment t'as vécu ce visionnage, cette expérience? Alors, bah déjà, il faut savoir qu'est-ce que ça te parle? Street Fighter sur Super NES, c'est toute mon enfance. Je suis une grande fan de cette licence.
J'ai une belle collection de jeux et de figurines à la maison. J'ai adoré le film avec JCVD à l'époque. Bon, je l'adore toujours aujourd'hui, mais pas pour les mêmes raisons. Et ouais, j'avais envie de voir ce film. J'en entendais parler depuis longtemps. Et effectivement, ce film, c'est du grand n'importe quoi. Le scénario, c'est une grosse excuse pour faire des gags bas du front avec les personnages de Street Fighter. Pour un film qui s'inspire d'un jeu de combat, on est quand même plus proche de la sitcom AB Productions que du film d'arts martiaux. Hein, là, on est d'accord là-dessus. Et pourtant, la fan du jeu que je suis n'est pas du tout offensée par ce film. Je le trouve super. Peut-être parce que j'aime bien les sitcoms AB, peut-être. Mais bon. La révélation, ça y est, la nature profonde s'est éveillée. Faut reconnaître qu'il y a quand même... Il y a quand même plein de bonnes idées. Les caricatures des personnages du jeu sont quand même sympas. Même si, faut quand même admettre que le gros ventre mou du milieu du film, c'est assez dur à s'enquiller. Hein. Mais les gros combats de fin rattrapent tout, quoi. Franchement, on s'amuse bien. D'accord. Pour nos auditeurs, si l'humour débile et que les gags pourris toutes les 30 secondes vous font pas peur, franchement, allez-y, foncez. Quand on le regarde à plusieurs, on passe vraiment un moment sympa. Allez-y, franchement. Yes, d'autant qu'en plus de ça, je ne l'ai pas précisé, mais il est disponible en intégralité sur YouTube. Donc voilà, c'est facilement trouvable, n'hésitez pas. Et du tout, toi, Jason, qu'est-ce que t'en as pensé ? Écoute, pendant le visionnage, je t'ai dit que j'allais te buter, mais au final... au final, j'arrive pas à départager. Non, mais j'arrive pas à départager Nicky Larson et celui-ci. Moi, j'ai un peu de mal avec le Nicky Larson. Ouais, moi j'ai un peu de mal avec le Nicky Larson de Wong Jing. Mais en soi, ouais. Bon, je vais valider quand même Future Cop parce qu'il y a des trucs qui sont plutôt drôles. Je trouve que ils ont quand même. Bison est bien fait. Je trouve que l'acteur qui joue le rôle de Bison est quand même. Il est canon. Il a le costume qui va bien. Après, voilà, on est dans la parodie, donc forcément, si on est dans la parodie, on est dans du hot shot, dans Scary Movie, donc forcément, ça va être de l'imitation. Et c'est ça, je crois qu'à un moment donné, on oublie ça en disant « Ah, mais c'est une parodie ». C'est pas vraiment l'adaptation live de Street Fighter, c'est vraiment une parodie. Le seul truc, c'est le ventre mou d'une heure, en fait, qui me gêne beaucoup, même si, oui, on est vraiment sur du gag AB Productions, et j'adore aussi la AB Productions, mais c'est vrai qu'on est sur une heure de AB là, donc avec des gags avec le ballon de baudruche qui s'éclate par terre, enfin, mais si on raccourcissait, tu vois, le film dure 1h, 1h35, 1h40, allez, 1h20, 1h10, je pense que on gagnerait en rythme, en intensité, et même on trouverait peut-être le spectacle plus drôle. Mais en soi, voilà, la scène de Jackie Chan qui chante m'a beaucoup fait rire. Oui, clairement, oui. Je trouve incroyable. Clairement, je pense que je vais juste clip cette scène-là et la reposter telle qu'elle. Hein. Ah ouais, franchement, elle est incroyable. Moi, je veux bien. Ah non, elle est fantastique, vraiment. Bon, bah ça me fait super plaisir, parce que pareil, hein, c'était un objectif que je m'étais fixé depuis super longtemps, de faire découvrir Wong Jing en général, mais Future Cops parmi tout le lot. Effectivement, en comparaison à Nicky Larson, c'est vrai que c'est quand même vachement différent. Ouais. Bon, voilà. Pour le côté vraiment délirant et absurde, où vraiment les curseurs ils sont poussés à fond, Future Cops l'emporte largement. Pour le côté rythme, comme t'as dit, le ventre mou du film va vraiment... ne lui sert pas beaucoup, quoi. Et du coup, ouais, pour le côté rythme, je préférerais quand même un Nicky Larson à un Future Cops. Mais ouais, globalement pareil, hein, j'ai passé un super moment, et ça je sais très bien que je vais le partager massivement et recommander ce film. D'autant que voilà, à la base, la raison pour laquelle je l'ai regardé tout court, c'est parce que Karim Debache l'avait très très bien vendu dans son épisode, et je confirme, on s'est pas fait voler. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah non, mais globalement, ça a marché, et même plutôt bien, quoi.
Bien, bon, bah je pense que c'est sur ces belles paroles qu'on va se quitter. Du coup, je vous rappelle que on est disponible du coup sur les plateformes YouTube, Deezer, iTunes, Spotify, PodCloud, Podcast Addict. Au niveau réseaux sociaux, n'oubliez pas donc le Twitter, le Discord, le Facebook et l'Instagram. Je ne suis pas Rémi, du coup je n'ai pas checké les dernières stats, donc je pourrais pas vous dire, mais je sais qu'il nous tient très régulièrement au courant sur l'évolution des abonnés, et c'est factuel, vous êtes de plus en plus, donc merci beaucoup pour nous suivre, nous et nos conneries, hein. Clairement on ne vous mérite pas, je tiens à le dire. Vraiment, on n'a absolument rien fait pour ça, donc ouais, c'est super de vous avoir avec nous. Et bah voilà, merci à tous et à une prochaine fois. Salut, salut. Allez, Salut. ciao.